Nous allons dire bonjour à nos téléspectateurs. Mathieu. Tout à fait Thierry. Puisque c'est comme ça, j'ai pris cette nouvelle habitude de ne pas appeler les invités par leur prénom. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai dit bonjour, c'est Mathieu, voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et puis j'ai dit, je suis en compagnie de Jonathan. Et puis il a répondu, moi c'est Joachim. C'est pas une blague. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc ça arrive, les aléas du direct rediffusé. Bonjour à tous, je suis Mathieu, kinésithérapeute spécialisé dans la prise en charge des lombalgies. Et aujourd'hui sur Kinéfit Studio, vous avez droit à un nouveau format podcast avec un invité particulier. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Laurent, qui est dresseur de chevaux et professeur d'équitation, n'est-ce pas? Et compétiteur. À tes débuts? À mes débuts. Bon, je vais expliquer brièvement comment on s'est rencontrés. Donc, Laurent est un de mes patients. Nous avons été amenés à nous rencontrer suite à une blessure qui s'est faite au genou. On peut un petit peu développer? Oui, bien sûr. À la limite, tu n'as qu'à expliquer comment tu t'es fait la blessure. Ouais, donc moi, c'est une blessure que je me suis faite en 2019, je pense, durant le Covid. Une chute de cheval, tout bêtement, et alors avec luxation de mon genou. Et avec un ligament qui s'est rompu. C'est ça, donc une rupture du ligament croisé antérieur, le fameux LCA, comme les footballeurs, sauf que c'était en tombant de cheval. C'est ça, ouais. Et alors, je me souviens, tu m'avais vraiment parlé d'un mécanisme qui te dérangeait, puisque on peut aller un petit peu plus loin. Oui, donc l'avis des médecins, c'était favorable et je pouvais vivre avec. Mais c'est vrai qu'avec mon métier, souvent quand je longeais les chevaux, à force de longer, et à mon avis de faire un mouvement rotatif, je ne sais pas. Ici, l'année passée, j'ai dû me faire opérer parce que je n'arrivais plus à poser mon pied à terre ni à marcher en fait carrément. Donc je suis retourné voir le médecin qui m'a proposé une opération du ligament croisé. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est vrai que dans ce genre de cas, on favorise un traitement conservateur, c'est-à-dire qu'on ne change rien, puisqu'on conserve l'état des choses, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et souvent, c'est le traitement qui est favorisé pour ceux qui ne sont pas typiquement footballeurs professionnels, mais donc quand ton moyen de vivre n'est pas ton genou, par exemple. Ouais, c'est ça. Et donc j'imagine qu'a priori, puisque c'était une blessure assez classique et pour laquelle en général on laisse bien les gens aller sans les opérer, c'est pas une opération automatique, on t'a laissé aller. Et en général, on donne la consigne, si ça ne va pas, revenez vers nous et on verra bien à ce moment-là. Ouais. Et je me souviens, au début, quand on s'est rencontrés, tu m'avais expliqué qu'il y avait un mécanisme qui posait vraiment problème. C'était donc notamment en longeant, donc avec les petites torsions. C'est donc, ça. Quand tu longes un cheval, comme tu m'as expliqué, tu es sur place et tu tiens une longe c'est ça. Et le cheval tourne autour de toi. Ouais. Et toi, tu tournes parce que sinon, tu serais entouré par la longe et c'est pas le but. C'est ça. Et à mon avis, le sol aussi, qui est du sable, retient un petit peu mon pied. C'est ça. Et alors, forcément, tu avais un mécanisme où tu avais le tibia qui était immobilisé et donc tu avais le fémur qui bougeait beaucoup plus ça, d'avant en arrière, ce qui est vraiment typiquement le mécanisme douloureux quand on a une rupture du croisé. Et alors, suite à ça, tu as été opéré, je t'ai découvert, on a fait les premières séances de kiné sur ce canapé même. C'est historique ce qui se passe ce soir. Et suite à ça, donc, on a pu discuter et j'ai découvert ton parcours. Et vraiment là, je me suis dit, on a une pépite, on a quelqu'un qui est passionné d'abord, parce que c'est vraiment ça que j'essaye de faire. Dans mes invités, j'essaie de trouver des gens passionnés, et parce que les gens passionnés sont passionnants, je trouve. Et quand tu m'as dit donc dresseur de chevaux, j'ai fait waouh, j'avais jamais pensé à ça, c'est trop cool. Tu connaissais pas en fait? Non, je connaissais pas. Et donc, comment t'es arrivé à ce métier? Et comment tu t'es formé? Raconte un peu ton parcours, dans les détails ou pas. C'est vrai c'est vrai que ce milieu est un petit peu inconnu finalement. On se dit, y a des gens qui vivent de ça, de leur passion, et heureusement pour moi aussi. Je suis très fier, content de pouvoir me lever tous les matins et de faire, de vivre de ma passion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Ensuite, on ne connaît pas bien parce que c'est un milieu un petit peu fermé aussi, tout le monde n'est pas au courant de ce qu'on sait faire avec des chevaux forcément. Il y a plein de disciplines possibles et tout ça. On voit ça plutôt généralement comme un hobby, mais derrière un hobby, il y a souvent des gens qui travaillent, ça veut dire qui donnent des cours notamment, ou bien qui dressent les chevaux, et c'est ce que moi je fais. Voilà. Ok, cool. Et comment on en arrive à cette situation? Enfin, il y a une école de dressage de chevaux. Ça vient toujours d'une passion
qui commence pour ma part quand j'étais tout petit. Donc tout simplement, papa, maman qui demandent ce qu'on veut faire, et alors on voit un petit poney, on se dit je monterais bien à cheval, donc on finit à cheval, et puis petit à petit c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est ou bien on aime bien ou bien on n'aime pas. Ici ça accrochait, c'était ma raison de vivre, c'était ce qui me faisait sortir de chez moi, c'était d'aller voir mon petit poney. Et de fil en aiguille, on se demande après un petit moment ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut bien aller travailler, donc du coup on se dit pourquoi pas, et on commence à faire des formations, on s'informe un petit peu, et puis mes parents m'ont dit qu'il y avait une école d'équitation, 2 écoles, enfin en tout cas à l'époque, une en Wallonie, pas très loin d'ailleurs, à Gèves, et une autre en Flandre, dans le Limbourg, et comme j'avais fait toutes mes études à Leuven, à Louvain, j'ai repris donc mes études à Hasselt, dans une école d'équitation. Ok, voilà. Trop cool. Combien de temps ça dure ce genre d'études, et finalement ça t'a apporté quoi? On apprend quoi en fait? Il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de théories? Oui, c'est ça, on apprend plein de choses, c'est bien parce que c'est le circuit classique des études humanité. Ouais. Oui. Et donc sur le côté, on a aussi tout ce qui est vétérinaire, ça c'est complet, vétérinaire, on a tout ce qui est didactique pour donner des cours par la suite, on peut avoir accès à notre gestion aussi pour devenir indépendant, donc tout ça c'est bien. On a des stages, on doit faire des stages, donc on découvre des gens, on est obligé du coup de devoir même sauter, donc faire du saut d'obstacle, un peu de cross, et donc bien sûr le dressage, c'est là-dessus que moi je me suis attardé, quoi. Ok. Donc en fait, pendant que tu as répondu, j'ai compris que c'était pas des études à partir de 18 ans, c'est ce que tu as commencé vers 12-13 ans, c'est ça? T'as fait Non, en fait moi, justement, mes parents voulaient justement que j'ai d'abord un métier. Donc moi d'abord j'ai fait 6 ans à Leuven, à Louvain en tant que cuisinier, en hôtellerie, mais une fois fini mes études, j'ai regardé ma maman et je me suis dit non, c'est pas vraiment ce que j'aimerais faire de ma vie, donc est-ce que je peux retourner aux études? Elle m'a fait oui mon chéri, retourne aux études, et alors voilà, j'ai fait 4 ans. Donc tu as refait la 3, 4, 5, 6? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, et 7 pour la gestion, j'imagine? Ouais. Et donc, mais la gestion, j'avais déjà j'avais déjà de l'hôtellerie. D'accord, ok. Et oui, ça c'était assez dur parce que moi, du coup, j'avais fini les études, j'avais 18 et j'étais dans une classe où ils avaient 15, 16, donc c'était voilà. Ouais, c'était pas évident. Au début, c'était bizarre, mais après, on s'y fait. Ouais, j'imagine. Bah, t'étais le papa du groupe, quoi. Ouais, c'est ça, le grand frère. Ouais, plutôt le grand frère. Le grand frère, ouais, je préfère. C'est trop marrant. Allez, c'est quand même atypique, ça. C'est vrai qu'on n'imagine pas. Et alors, donc tu as une partie de pratique, comme tu as dit. On va dire que tu avais combien d'heures qui étaient dédiées vraiment à l'équitation pure? C'était la matinée. Mais en équitation, il y a aussi tout ce qui est à côté, c'est-à-dire au matin faire les box, soigner les chevaux, les mettre en prairie, les nourrir, gérer le foin, la nourriture, tout ça. Ensuite, on devait avoir cours, enfin on avait cours, et puis après c'est de nouveau la matinée, donc c'est soigner son cheval de nouveau après le cours, faire les soins. Et donc après, on prenait notre temps de midi, et l'après-midi on suivait nos cours, quoi. Okay. Classique de théorie qu'on retourne à l'école, quoi. Ok, c'est vraiment... ok. Donc maths, sciences et compagnie. C'est ça. Okay. Il y avait aussi la section qu'on aimait bien, c'était maréchalerie. Donc ça aussi, on apprend beaucoup de choses sur les pieds, comment fabriquer un fer. Oh purée, oui, énorme, chouette. Carrément. En fait, tu sais même faire un fer à cheval. T'as appris à le faire, en tout cas. C'est quand même essayer de suivre un petit peu quand le maréchal est là, de pouvoir suivre, pas de surveiller son travail, mais voir quand même qu'on soit en accord avec le maréchal, parce que bon, les pieds, c'est très important pour le cheval. Oui, complètement. Et alors, au cours de nos discussions, j'ai compris que tu avais aussi eu de l'anatomie. Ouais. Ça, c'est vraiment... Donc, c'était plutôt dans les soins vétérinaires et compagnie. C'est toujours intéressant parce que moi, forcément, j'ai appris l'anatomie du corps humain. Et c'est assez amusant parce que j'avais des copains qui étaient en VT, et quand ils me disaient qu'ils voyaient des fémurs et des tibias, je me disais « Ah, mais c'est les mêmes noms que pour l'être humain ». Enfin, j'ai trouvé ça interpellant parce que je m'étais jamais dit c'est en effet les mêmes os, et au fur et à mesure, on se rend compte que oui,
au niveau des mammifères en tout cas, on a beaucoup de similitudes. Ouais. Et notamment, par exemple, quand je pense à un cheval, bon, oui, il marche sur ses 4 pattes, mais je me dis aussi qu'il y a... Comment? Sur ses 4 pieds. Sur ses 4 pieds. C'est vrai? Oui. Oh purée. Je tiens à présenter toutes mes excuses à la communauté d'équitation. Et alors, typiquement, il y a un cheval, quand je fais mes visites à domicile, il y a un cheval devant lequel je passe souvent, qui a une cambrure comme ça, mais masta comme ça. Et là, à chaque fois, je me dis, ah bah tiens, il y aurait des gens qui auraient tendance à dire que ce cheval a mal au dos. J'irai pas si vite, mais est-ce que tu peux nous parler un peu d'anatomie, justement? Nous, justement, à l'école, on a reçu des cours d'anatomie, de veto, ce qui est quand même intéressant dans le métier, juste pour voir si on est dans le bon, pour pouvoir un petit peu checker aussi au niveau de notre travail. Ça devient quand même petit à petit des athlètes, donc il faut quand même nous, avant d'appeler le vétérinaire, voir un petit peu si tout va bien au niveau tendons, sentir les tendons. Les aplombs, on parlait de maréchalerie, les aplombs, parce qu'un cheval qui marche un petit peu, ou qui a des aplombs un petit peu différents, peut créer des problèmes, des tensions dans les tendons justement. Donc les aplombs, les tendons, la musculature, notamment le dos, tout ça, le matériel qu'on va adapter sur le dos, reconnaître tel type d'anatomie au niveau du cheval. C'est très important pour pouvoir évoluer dans le sport aussi, et reconnaître si le cheval a un dos creux ou s'il a le dos un petit peu bombé ou est-ce qu'il a une petite scoliose aussi, parce que tout ce qui nous arrive à nous arrive aux chevaux aussi finalement. Donc avant de partir, dresser le cheval ou aller faire n'importe quelle discipline, essayer de voir un petit peu quels sont pas les pour et les contre, mais on va dire, quelle était sa génétique de base. Oui, voilà, quelle est sa génétique de base pour pouvoir partir sur le reste. Ouais. Okay. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, là, c'est marquant quand tu dis que c'est comme un athlète, et c'est vrai quand on part en compétition, parce que comme c'est un milieu assez fermé, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais justement, l'année dernière, c'était les Jeux Olympiques à Paris, et je me souviens que tu étais allé voir les épreuves, et ça m'a interpellé, donc j'ai moi-même regardé quelques extraits, et je me suis dit, et je m'étais vraiment dit, ah oui, c'est vrai, en fait, il y a quand même du monde là-dedans, il y a du sponsor, il y a de la Rolex et tout, donc c'est que du sponsor Rolex, pas forcément. Il y a de la Rolex. Mais en tout cas, c'est quand même un milieu où c'est un vrai milieu sportif, parce que quand on est extérieur, je vais vexer toute la communauté d'équitation, mais c'est faire preuve d'empathie que de se mettre à la place des autres. Donc vraiment, en vous mettant à la place de ceux qui ne sont pas dans l'équitation, faut imaginer que moi qui suis extérieur à ce monde, je vois l'équitation comme étant le manège. Ouais, c'est ça. Et éventuellement les filles qui étaient dans ma classe et qui disaient qu'elles faisaient de l'équitation. Et j'ai jamais posé une question à ce sujet quand j'entendais cette phrase. Si tu veux que je sois honnête avec toi, ça a été un peu mon problème aussi. C'est-à-dire que moi aussi, j'étais dans ce monde manège et je m'y plaisais, c'était bien. Mais c'est plus tard, vraiment beaucoup plus tard, où j'ai découvert via une copine qui m'a emmené justement dans ce genre d'événement. On était allé à Malines à l'époque, au Neckarhall, et où j'ai vu vraiment la discipline du dressage, où je me suis dit, ah oui, mais ok, en fait, le Poney Club amène à ça, et c'est ça que je veux faire en fait. Ouais, c'est ça, là c'était l'acmé. Oui, et finalement, j'étais un peu comme toi, je ne savais pas ce qu'on pouvait faire réellement, ou quelle discipline il y avait, et donc c'est vrai que c'est ça qui m'a amené vers l'équitation. Et je me souviens vraiment quand j'avais vu les petits extraits des compétitions à Paris, je m'étais... Enfin déjà, je crois que j'avais jamais vu ça, ou peut-être une fois, vite fait, à la télé. Mais là, vraiment, en voyant la netteté de chaque mouvement, tout qui est millimétré, le cheval qui recule d'un demi-centimètre, qui recule son pied d'un demi-centimètre et pas sa patte, attention. Ça m'a vraiment bluffé. C'est à ce moment-là que vraiment on réalise que c'est un monde qu'on ignore et qu'il y a vraiment toute une discipline en fait. C'est presque de l'art à ce moment-là, parce qu'on fait un avec l'animal et on voit rien en fait au niveau du comportement du cavalier, et le cheval qui fait plein de choses en dessous de toi. C'est déjà une sensation géniale, et en même temps, oui, c'est visuellement très beau. Ça c'est vraiment, ça c'est vraiment trop bien. Et alors à ce moment-là, donc tu es allé aux compétitions à Malines, tu as découvert qu'il y avait un niveau
plus avancé que le manège. Ouais. Et donc, là, vraiment, ça t'a sublimé. Tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Donc là, on est à peu près à quel âge? 22, 23, 24? Plus tard c'est ça, encore? donc assez tard finalement, après l'école, hein, même à l'école. Donc, tu avais déjà commencé à travailler au manège, j'imagine? Au management, enfin, oui, en tant que palefrenier, faire les box, les soins, les sorties en prairie, tout ça. Donc ça, on commence un petit peu comme ça. Et donc ensuite, après l'école, je commence à m'intéresser au dressage. Mais c'est pas facile hein, d'aller toquer à certaines portes, de voir un petit peu. Donc du coup, ouais, je commence à faire dans des écuries les box. Et puis je me demande comment je vais faire pour avoir mes premiers chevaux, pour justement travailler les chevaux, pour pouvoir évoluer. Donc je décide de commencer tout simplement par les débourrages. Les débourrages, c'est si tu veux les jeunes chevaux vers 3 ans, 3 ans et demi, pour certains 4 ans. On parle de morphologie, s'ils sont un peu tardifs, on attend un petit peu. Pour justement leur apprendre à mettre la selle, à accepter le cavalier, tout ça, avant de pouvoir dresser le cheval. Donc au début, j'avais beaucoup de gens qui me demandaient pour débourrer leurs chevaux. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Ça consiste en quoi? Parce que ça ne m'évoque rien du tout. Donc ça consiste à ce qu'on vienne toquer à ta porte, on dise voilà, j'ai un gentil petit cheval, il est tout vert, il connaît rien, il sort de sa prairie. Et donc on te l'amène aux écuries. Si on a de la chance, il connaît les pieds, on peut lui prendre les pieds et parer les pieds. Mais si on n'a pas de chance, il connaît rien du tout, donc même pas le licol ou quoi que ce soit. Donc il faut d'abord une approche avec le cheval qui doit rester dans le respect du cheval et le cheval qui finalement ne nous connaît pas encore assez bien, il sort de prairie pour certains. Et donc créer vraiment une relation, ça prend beaucoup de temps. Ouais, combien de temps? Justement, ça dépend vraiment des chevaux. Ça dépend vraiment des chevaux. J'ai des chevaux super bien dans leur tête, qui étaient déjà un petit peu manipulés par le propriétaire, qui étaient déjà un petit peu, je les caresse et je fais les premiers soins, je prends les pieds. Donc à ce moment-là, le cheval a déjà moins cette appréhension de l'homme, il l'accepte déjà plus facilement. Et donc du coup, j'ai déjà mis 1 semaine pour débourrer un cheval qui était super bien dans sa tête, mais j'ai déjà aussi mis 6 mois pour un cheval qui était beaucoup moins réceptif, qui n'acceptait pas forcément d'abord la selle, au début on commence par des surfaits et tout ça, on lui apprend à accepter un petit peu le matériel, mais oui, pour certains chevaux ça prend plus de temps et ça dépend le caractère aussi. Il n'y a pas seulement que le physique qu'il faut prendre en compte, il y a aussi l'aspect, le caractère du cheval. Ouais. Allez, ça c'est énorme. C'est vrai que de nouveau, quand on ne connaît pas le milieu, avec notre quotidien, on a tendance à se dire oui, donc les animaux ont des personnalités, on le voit quand on a un chien, un chat, etc. Il y en a qui sont plus gourmands, il y en a qui sont plus grognons. Ouais. Et donc se dire qu'il y a la même chose pour une bête de plusieurs centaines de kilos. Pour moi, pour tous les animaux. Oui, certainement, certainement. Mais c'est vrai que oui, quand on imagine un cheval, et en plus, on se rend jamais aussi bien compte de la taille d'un cheval quand on n'est pas habitué, que quand on est à une journée à la ferme ou quand on passe près d'une prairie en marchant et que le cheval est près de la clôture et qu'on comprend que sa tête, même quand elle n'est pas dressée haute, il est déjà au-dessus de nous en fait. Et là on se dit ah ouais, en fait c'est quand même un fameux animal. Il y a toutes les tailles bien sûr, et les poneys, les Shetland, les plus grands, mais c'est clair que c'est un animal déjà de fuite, donc la première chose qu'il a envie de faire lui c'est de partir, donc il faut l'inviter à rester. Et quand un cheval qui pèse, un animal comme ça qui pèse quand même son poids, décide de dire non ou d'aller à gauche tandis que toi tu vas aller à droite, au début quand le cheval est jeune comme ça, oui, il faut prendre beaucoup de son temps et quand ils sont obstinés, quoi. Ouais, voilà. J'imagine. Et à ce moment-là, donc, tu en es à peu près où dans ton parcours? Tu commences à débourrer des chevaux tout doucement. Donc, tu deviens officiellement dresseur. Oui, on peut déjà dire ça, ouais. Ouais, ok, génial. Donc, dès qu'on est dans la manipulation du cheval, dans n'importe quelle discipline, même si on commence déjà à lui mettre ou l'acceptation du licol ou de la corde ou de la tension pour que le cheval revienne vers toi quand tu vas en prairie par exemple ou quand tu veux aller le promener, ça c'est déjà du dressage, quoi. Ok.
On est déjà dans le dressage. Ouais, ok. C'est vrai que là, ça me fait déjà réaliser des tas de choses que j'ignorais. Et alors, à ce sujet, quand tu commences à devenir dresseur, est-ce qu'on peut déjà vivre du dressage ou bien c'est à ce moment-là que s'intègrent les cours d'équitation, donc donner cours à des élèves? Et est-ce qu'en général, tu donnes cours aux élèves qui vont monter les chevaux? Est-ce que c'est d'office les chevaux? Est-ce que les propriétaires des chevaux sont d'office ceux qui les montent? J'ai plein de questions en fait. Oui, au début, c'était pas facile pour moi parce que j'étais qui moi pour donner cours en fait? J'étais déjà en plein apprentissage. J'avais un peu de mal avec ça, donc je débourrais des chevaux, c'est ce que j'arrivais à faire. On me laissait tranquille. Je faisais ça souvent avec ma compagne Aurélie. Et c'était assez simple parce qu'on est en communication avec le cheval et le cheval, on le comprend assez vite. Et quand on est patient et qu'on regarde bien, il nous communique ce qu'il souhaite nous dire. Mais donner cours, ça c'était plus dur parce que je devais moi-même aussi apprendre. Je suis un peu un perfectionniste, donc j'aime bien être sûr que moi je sache bien faire les choses avant de l'expliquer. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup formé d'abord. Donc on parlait des débourrages, mais après les chevaux commencent à rester un petit peu plus pour commencer à les dresser un petit peu plus loin, que ce soit pour la vente ou pas. C'était souvent des chevaux qui étaient à vendre, donc on les dresse un petit peu plus loin que l'acceptation du cavalier. Et ensuite, parfois avec ces chevaux, j'avais l'opportunité d'aller voir d'autres professeurs. Et donc du coup, prendre un enrichissement au niveau de l'apprentissage équestre, quoi. Et c'est par la suite que j'enseignais ce que je savais, et pas ce que je pensais croire ou ce que je voulais. Parce que tu l'avais aussi expérimenté. Voilà, parce que j'avais expérimenté moi-même ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et donc je me sentais un petit peu plus légitime pour pouvoir donner des cours. Et puis par la suite, on s'y prend en jeu. Donc on est au milieu de la piste, on commence à voir les élèves évoluer, à prendre du plaisir. Là aussi, il y a toute une pédagogie. Une fois qu'on a l'élève devant nous, il n'y a pas seulement que le cheval à comprendre, il y a aussi l'élève, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il a les capacités, est-ce qu'il a l'envie, voilà. Sa morphologie aussi de l'élève, qu'il faut aussi prendre un petit peu en compte. Ouais. Et de nouveau la personnalité aussi. La personnalité. Ça va affecter la façon dont tu t'adresses à lui. Exactement. Ou que le cavalier s'adresse au cheval. Est-ce que c'est de la bonne manière ou que c'est pas de la bonne manière? Est-ce que je peux l'aider là-dedans ou pas? Donc c'est vraiment complet, quoi. C'est vraiment ça qui m'anime. Au final, tu en viens donc à donner des cours d'équitation. Et maintenant, j'ai vu cet été que tu as même fait des compétitions et un podium. Félicitations. Merci. Oui, c'était un concours, un championnat LEWB, donc c'est communautaire, c'est pas encore... mais ça fait quand même plaisir de voir que le travail paye, que ce soit avec le cheval ou avec mes élèves. Quand tu travailles, c'est comme pour tout le monde, quand tu travailles dur quand même et que ça paye un petit peu, on est content, quoi. Voilà. Allez, pour le propriétaire du cheval, pour moi, pour le cheval, voilà. D'accord. Donc là, en l'occurrence, le concours, c'était comme à la télé, comme aux Jeux Olympiques, mais donc à sauter des épreuves, sauter des obstacles. C'était quoi le concours? Ça consistait en quoi? Non, ici c'était du dressage, donc ça consiste à... Tu es dans un ring, si tu veux, avec des lettres, et t'as un protocole avec des figures imposées, et tu dois aller présenter ta reprise, donc les figures devant un juge ou plusieurs juges qui va évaluer tous les critères qu'il souhaite voir, comme la souplesse, la décontraction, si le mouvement est bien exécuté, tout ça, quoi. Ok, donc c'est typiquement une épreuve de dressage. Ouais. Et ce que j'ai vu alors moi aux Jeux Olympiques, c'était des épreuves de... Ça dépend sur quand t'as zappé, tu vois. Je sais pas ce que j'ai vu. Ça dépend quel jour t'as regardé. T'as peut-être regardé les obstacles. J'ai vu quand ils sautaient des barrières. Ouais, c'est ça. Donc t'as le saut d'obstacle, t'as plusieurs disciplines en fait en équitation, t'as vraiment de tout. T'as des gens quand ils dansent un peu aussi. Voilà, ça c'est le dressage. D'accord. Tu vois, quand le cheval danse, c'est le dressage. Quand il saute, c'est de l'obstacle. Ou sinon, il y a aussi le cross. C'est plutôt courir. Les trois disciplines. Tu vois, le cavalier doit être vraiment polyvalent. Il fait sa reprise de dressage. Il a ses points. Puis ensuite, il fait de l'obstacle.
il a ses points, et ensuite il va au cross. Ça c'est vraiment, ça doit être super. C'est d'ailleurs super. C'est dans un champ ou dans les bois, et là tu dois sauter des obstacles. Voilà. Ok. Passer des rivières. Purée, c'est trop bien. Ouais. Ça, c'est vraiment trop bien. T'aimerais faire du cross? Ou J'aimerais faire du cross. J'en ai fait, mais pas beaucoup. Et alors c'est chouette parce que tu as encore plus cette liberté, enfin cette idée de liberté, le cheval qui saute un obstacle naturel, tu vois, comme s'il le faisait dans la nature, mais ouais, il faut quand même bien accrocher avec certains chevaux. Voilà, pour pas trop réfléchir. Et moi je réfléchis de trop. Ouais, je vois. Et alors, à cette compétition de dressage, à ce concours, tu as présenté un cheval à toi, un cheval que tu as dressé? Non, donc c'était un cheval d'un propriétaire qui me l'a confié et qu'on dresse, voilà, au mieux. Et alors, le propriétaire monte ce cheval? Non. D'accord. Donc, il possède un cheval, on le dresse, dans quel but? C'est souvent, là ici en l'occurrence, un éleveur qui élève des chevaux, parce qu'il en faut aussi pour justement avoir des bons chevaux à monter. Heureusement qu'on a plein d'éleveurs comme ça dans tous les pays pour avoir des chouettes chevaux à monter, de qualité. Et donc ce genre de personnes-là, ce genre de clients-là fournit des chevaux pour justement les valoriser, les dresser et pour faire de la compétition. D'accord. Oui, ok, oui, ben oui, évidemment. Donc forcément, il y a un marché, il y a une demande en fait de cheval bien dressé. Et Oui. Donc j'imagine qu'il les revend par la suite. C'est ça, à un moment donné, certains propriétaires décident de les garder pour le sport, tout simplement, ou alors d'autres personnes décident de les revendre par la suite. Voilà. Dans ton cas, une fois que tu as passé plusieurs mois, voire plusieurs années à dresser un cheval comme ça, dans ce genre de situation, ça fait quoi justement si le propriétaire, ça te fait quoi quand le propriétaire décide de revendre le cheval? Ok. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Ouais, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on s'attache, bien sûr, on s'attache. On a une vraie relation, on discute avec le cheval tous les jours, on est dessus, on le soigne, on essaye d'aller ensemble vers une direction et alors parfois on tombe, parfois on se relève ensemble, parfois c'est dur, parfois c'est moins dur et on crée un vrai lien avec l'animal et donc après c'est vrai que quand faut pouvoir se détacher un peu. Ça, c'est le côté un petit peu moins facile, mais voilà, ça fait partie du jeu, malheureusement. Ouais. Bah oui, c'est vrai, hein, c'est normal, on s'attache, on est humain, et même le cheval, j'imagine qu'il doit avoir ses habitudes. Sans doute, parce que quand on monte un cheval, il sait très bien qui est sur son dos par rapport à plein de facteurs. Ouais. Et c'est quoi ta journée type? Tu te réveilles le matin, comme tout le monde, et après il se passe Ça m'arrive, quoi? pas tout le temps. Ouais, d'accord. Et quand tu arrives à te réveiller, et quand tu te réveilles pas, c'est grave? Non. Non. Ça c'est trop bien. Et non, quand tu te réveilles, bien il se passe sûr quoi? qu'il faut se réveiller, qu'il faut aller travailler. Une journée type, c'est par exemple à 8h30 à cheval. 8h, 8h30, ça dépend aussi de la température. En été, ici, par exemple, quand il a fait très très chaud, on préfère monter un peu plus tôt le matin pour la fraîcheur, parce que monter vraiment sous la canicule qu'on a ici cet été, c'est vraiment pas facile pour moi et pour le cheval. Ouais, j'imagine. Et donc sinon, c'est 8h30 à cheval pour monter 4-5 chevaux, et ensuite on finit par les cours. Ok. Ouais. Ok. Et les cours, ça occupe combien de temps? Tout dépend de la demande. Ici, on se déplace un petit peu partout. Là, on est dans le Namurois, mais sinon, on va du côté de Liège. On va du côté de Liège ou le Brabant wallon. Voilà, on tourne un petit peu, on essaye de regrouper un petit peu le secteur et de faire notre route. En fonction des jours? En fonction des demandes, en fonction d'essayer de regrouper aussi un peu tout le monde pour pas faire trop de kilomètres. Ouais, voilà. Ok. Pourquoi est-ce qu'on prendrait cours chez toi? Pourquoi est-ce qu'on prendrait quoi avec moi? Bah oui, dis-moi pourquoi. Déjà parce que c'est drôle. Non. Mais ça, j'en suis convaincu. Non, mais on n'arrête pas de me le dire quand je me donne vraiment à fond et parfois je me mets à la place du cavalier, je monte presque au milieu. Et si on coupe le son. Ouais, tu fais ton cirque. Ouais, je fais mon cirque. Quoi. Et parfois, quand je regarde les vidéos, après, je me dis, mais Aurélie, t'aurais pu me le dire que je faisais ça. Mais je vis tellement le truc, je suis tellement dedans que je n'arrête pas à faire autrement, à danser avec eux au milieu de la piste.
Mais oui, moi, c'est ce que j'aime bien aussi donner cours, c'est la didactique, c'est essayer de comprendre le cavalier, le cheval et de les amener quelque part, ça j'adore. Beaucoup de métaphores, beaucoup imager, j'aime bien imager mon cours. Des défis ou des anecdotes à un moment où tu as eu une révélation, un accomplissement dans ta profession, que ce soit avec les élèves ou avec les chevaux? Est-ce que tu pourrais approfondir ta question? Si tu as un moment préféré de l'année qui s'est écoulé jusqu'à maintenant, c'était quoi? C'est une très bonne question, Mathieu. J'ai envie de dire. Passons à la suivante. J'ai envie de dire que si tu attends le résultat pour être pas heureux, mais pour être satisfait, tu vas pas beaucoup être satisfait. Enfin, en tout cas, il faut pouvoir, je pense, profiter du chemin accompli, tu vois. Le chemin est parfois plus agréable pour y arriver que d'être sur un podium, par exemple. Tu vois. Ça va durer 2 secondes, on est content, mais en fait, ouais, pour moi, le plaisir, c'est la route. La route où tous les matins, je me monte, j'essaie d'être dans ma bulle avec le cheval, j'essaie de le dresser. Et si on ne profite pas de ça, à mon avis, pour ma part, on ne profite pas de grand-chose. C'est ça, c'est ces petits moments-là d'évolution, quand le cheval nous propose quelque chose de positif, qui est gratifiant. Ouais. C'est une réponse d'une grande sagesse, en vrai. Mais non, sincèrement, parce que finalement, c'est un peu comme ça pour tout. Dans la vie, le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Comme dit Lao Tzu, ou quelqu'un de très très sage qui était assis en tailleur au pied d'un arbre. Mais ce que j'imagine, c'est... Je vais faire un parallèle. Dans la préparation physique, par exemple, quand tu as quelqu'un qui a envie d'atteindre un certain objectif physique, en général, on a tous commencé comme ça en se disant « je veux ressembler à ça ». Et ce qui compte uniquement, c'est le résultat. Et ça, c'est pas bien. Et ce faisant, en fait, en te mettant en chemin avec la personne et en la coachant régulièrement, etc., tu vas lui parler donc d'alimentation, de repos, d'entraînement, plein de choses auxquelles cette personne n'aurait même pas pensé finalement. Et finalement, au fur et à mesure, la personne va se prendre au jeu de « ah oui, en effet, je dois favoriser plutôt telle alimentation et laisser de côté tel genre d'aliments. Je vais favoriser mon repos parce que ça nuit à mon objectif et finalement, je préfère faire une croix sur peut-être du plaisir instantané tel que regarder trop tard une série ou des films, typiquement quand on enchaîne les épisodes, le binge-watching, comme on dit, en 2025. Et finalement, les gens aussi vont commencer à prendre plaisir dans l'entraînement parce qu'il y a certains exercices qu'ils vont préférer, d'autres qu'ils vont détester. Après, il y a un petit peu aussi une complicité qui s'établit avec le client dans ce genre de cas. Et tout ça, finalement, qui paraissait être superflu parce que ce n'est que le chemin pour l'objectif, je veux ressembler à ça, finalement, les gens finissent par apprécier. Et l'objectif, c'est pas qu'il n'est jamais atteint, mais c'est qu'on est en quête pour toujours essayer de l'atteindre. C'est toujours, en tout cas dans ce cas-là. Évidemment, à un moment, un objectif physique peut être atteint, mais... En tout cas, lié à... Après, il s'agit de le garder, l'objectif physique, une fois qu'il est acquis. Lié au dressage ou lié à... Quand on dresse un animal, on est de façon obligé de le prendre en compte, lui aussi. Et finalement, quand on va aller trop vite, finalement, on passe même à côté de quelque chose. Quand on cherche parfois trop l'objectif, il faut l'avoir en tête, mais on va trop vite et avec un animal, parfois c'est pas possible. Donc il faut pouvoir, comment dirais-je? Des fois, il faut pouvoir contourner. Ouais. Quand il est peut-être brusqué sur, comment dire on disait justement de prendre plus de plaisir sur la route, le chemin, que de l'objectif. En cours, parfois, j'ai des élèves, par exemple, qui veulent absolument faire leur concours le dimanche, qui veulent absolument prester, et parfois au détriment de ce qu'on voit à l'entraînement. Donc, il faut juste 2 secondes un petit peu les calmer, leur dire que c'est peut-être pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est peut-être penser à ta position, à l'utilisation de tes aides, le bien-être de ton cheval, comment se comporte-t-il, comment va-t-il, et qu'ensuite, en fait, tout s'enchaîne. Quand on pense à l'essentiel, tout s'enchaîne et le résultat arrive, en fait. Et ça, il faut le voir comme un plus, c'est pas comme... Il faut l'avoir en tête, mais il faut pas que ce soit
à tout prix, quoi. Je pense. Ouais, franchement, c'est vraiment d'une grande... franchement, je te dis, c'est une super réflexion. Et je crois que ça concerne beaucoup de choses dans la vie. Moi, je pense. Ouais. J'ai envie de te faire un petit pour ou contre un petit peu provoquant. Évidemment, ça va être au sujet des chevaux. J'avais réfléchi à la section parce que, par exemple, pour le pompier que j'ai interviewé, j'avais dit pour ou contre les sirènes la nuit ou pour ou contre le calendrier des pompiers. Intéressant. Ah oui. Et si tu veux la réponse, il faudra aller voir l'épisode. Voir, Mais dans ton cas, là, ça me vient. C'est assez. Tu réponds en quelques mots. Hein, et c'est volontairement un peu provoquant et clivant. Mais pour ou contre la cravache? Il faut dire oui ou non, ou bien il faut... Pour ou contre la cravache, c'est une aide artificielle qui aide les aides naturelles, tout dépend, c'est comme tout, comment on l'utilise. D'accord, parce que c'est vrai que on a souvent en tête les associations qui sont certainement tout à fait contre. Ouais. Il y a certainement les milieux très très rigides, très très conservateurs qui sont tout à fait pour. Et puis j'imagine qu'entre les deux, il y a des gens qui essayent de prendre du bon des deux mondes. Dans toutes les disciplines, même quand c'est l'éthologie, on a un stick dans les mains. Quand on monte un cheval dans le van, on a un stick dans les mains. C'est pas un vilain mot, c'est vraiment un vilain mot quand on l'utilise pas de la bonne manière, quoi. Ouais. Quand c'est pas dans le respect du bien-être. Ok. Allez, on va abuser un petit peu pour ou contre de tondre le cheval et de le coiffer. Le tondre. Ouais, les cheveux là sur le côté, des fois ils sont très très rasés pour les compétitions, je crois, ou des fois même ils ont des bigoudis. Des bigoudis. Ouais, je crois que c'est des bigoudis. Des pions, ouais, des pions. Joli. Parfois on rase les chevaux, mais pourquoi à ton avis? Parce que ça les gêne et ça perturbe la chevauchée. Ah ouais, non, mais c'est tout simplement parce que un cheval transpire, en hiver il fait du poil, et donc c'est aussi pour lui une source de... Voilà, il emmagasine de la chaleur, donc ça épuise un petit peu au niveau des muscles aussi. La transpiration, il a du mal à respirer, on va dire, ou il est moins facile à respirer, donc la transpiration... Tondre le cheval aide bien sûr à ce que les muscles puissent s'oxygéner comme il faut. Donc c'est pas que esthétique? Non, c'est pas que esthétique, c'est surtout pour quand un cheval travaille comme ça, c'est pour la transpiration, c'est pour lui, c'est aussi pour son bien-être finalement. Alors il y a certaines personnes qui vont dire qu'on tombe pas un dans cheval. La nature, ils sont pas tondus. Non, bien sûr que non, mais ils sont pas travaillés non plus. Comment? Dans la nature, ils sont pas travaillés non plus. Mais voilà, et puis après on les soigne avec des couvertures. Et finalement, pour ou contre, comment ça s'appelle? Les rênes? Pour ou contre les rênes à cheval? Ah. Pour ou contre les rênes? Ouais. C'est un peu le contraindre. Je suis pas sûr que ce soit très... C'est le contraindre les rênes, ouais. Non, en fait, moi je dis que c'est chaque discipline pour ou contre les rênes. Les Indiens, ils montent bien. Les Indiens, ils montent. Je t'emmerde. Non, mais moi je suis pas contre. J'imagine que ça doit être des accusations. Je suis pas contre ou pour quelque chose. Je suis vraiment contre la mauvaise utilisation. Après, ici, il y a plein de nouvelles disciplines qui se mettent en cours, comme le dressage en cordelette ou sans mort. Moi, je respecte très bien ça. Je trouve que si ces personnes-là font ça avec un licol ou sans les rênes ou avec la cordelette autour du cou, moi je trouve ça c'est super bien. Nous maintenant on dresse les chevaux avec le mors et les rênes, mais voilà, j'ai un petit souci parfois quand on va comparer les deux. Ça veut dire que quand on va dire que la cordelette c'est mieux que les rênes ou le mors par exemple, de nouveau on vient à la même chose, c'est l'utilisation quoi. Si on l'utilise bien ou si on l'utilise mal. Donc voilà. Allez, donc tu montes pas à cru? Non. Non. Avec les soins que tu m'as apportés à l'époque au niveau du genou, la rééducation que tu m'as fait faire, la kiné, tu as été d'ailleurs très à l'écoute parce que tu m'as vraiment posé des questions au niveau de mon sport, comment toi tu pouvais m'aider au niveau du genou et autres. Oui, c'est un traitement patient-centré, comme on dit dans le milieu. Donc on s'adapte aux patients. C'est de la pédagogie de base en fait, mais ça change vraiment tout parce qu'au lieu de dire ça c'est le modèle biomédical, du coup j'applique
mon traitement parce que c'est comme ça dans les livres et donc ça se passe comme ça, c'est déjà partir d'un postulat faux. C'est déjà raisonner avec une hypothèse qui sera peut-être fausse. Alors statistiquement, on peut s'en sortir, mais finalement, quand tu poses les questions, les bonnes questions et que tu écoutes, un peu comme toi, comme tu disais dans ta pratique, quand tu écoutes, en général, tu as déjà toutes les réponses, ou une grande majorité des réponses. Une grosse partie des réponses, ouais. Et vas-y, tu as une question. Par exemple, on pensait au tendon, c'est un ligament. Donc, on a remis un ligament au niveau de ton genou. Voilà, tu avais un ligament, il a pété, il est rompu. Et on est parti au niveau des tendons ici, des ischio-jambiers, et on a fait une incision longitudinale pour faire un greffon, pour le remettre au niveau. Donc d'un tendon, on en a fait un ligament. Ouais. Mais donc le problème, c'est pas vraiment le genou qui tient ensemble. Bon, celui-là, on l'a mobilisé, il est content. Mais c'est surtout au niveau de la. Au niveau ischio-jambier, oui. Oui, c'est ça. On a pris quand même sur un muscle. Qui, au fur et à mesure de ma rééducation, quand j'ai pu remonter à cheval, que je me suis quand même rendu compte qu'il y avait certains mouvements qui posaient pas problème, mais donc je devais demander aux deux muscles qui étaient sur le côté. Oui, c'est ça. Donc forcément, puisqu'on a modifié l'anatomie initiale de tes ischio-jambiers qui étaient sains, ils étaient en bonne santé, on les a, comment dire, en vilain mot, on dirait mutilé, mais c'est un peu ça, hein, puisqu'on a fait une coupe le long de ton tendon pour prendre un morceau de tendon et le mettre à l'intérieur de ton genou. Mais forcément, le tendon a été, on lui a recoupé un morceau. Donc à partir de là, oui, tu as beaucoup moins de force dans cette jambe. Beaucoup moins de force ici. Au niveau de la flexion du genou, au niveau des ischio-jambiers, mais ça, c'est vrai que ça a été une grosse part justement du travail de rééducation. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu as pu me dire comme retour, et donc on a forcément orienté davantage. Et on a travaillé là-dessus aussi, pas seulement que sur le genou, mais sur le manque de force, on va dire, ou d'agilité sur le... Et puis c'est vrai que dans certains cas aussi, les gens n'ont pas été opérés tout de suite, donc il y a une perte de force parce que puisque tu as ton genou qui est instable, inconsciemment, tu vas beaucoup moins t'appuyer sur la jambe blessée, beaucoup moins la recruter, et ça engendre une perte de force. Et puis suite à l'opération et à la mutilation, comme j'ai dit, de tes tendons des ischio-jambiers, vu que tu as cette perte de force, ça engendre une seconde perte de force. Ensuite, tu as encore une perte de force à cause de l'immobilisation post-opératoire, parce que quand tu as été opéré du LCA, donc du ligament croisé antérieur, tu ne reprends pas tout de suite les sauts, les cabrioles, etc. Tu as vraiment un long temps de cicatrisation qui doit se faire au niveau du greffon. Et il y a vraiment une période pendant laquelle il y a un petit creux au niveau de la cicatrisation. Une période, je pense, de mémoire, c'est vers la 10-12e semaine, quelque chose comme ça, où là, il faut vraiment faire attention à ne pas faire le foufou. Et donc, une fois ce creux passé, là, on peut vraiment recommencer et on intensifie la rééducation au niveau des sauts, au niveau de la force, des mouvements explosifs, de tout ce qui est qualité athlétique. On n'est plus dans le mouvement de cuisine, on va dire, où on est vraiment dans un cadre contrôlé, restreint, mais vraiment une fois que ce petit gap, ce petit creux au niveau de la cicatrisation est passé, là on peut vraiment rattaquer des mouvements de la vie de tous les jours et complètement sauter du premier étage classique, quoi. Tête pomme. Ici, après un an, c'est comme si c'était rien passé, quoi. Tu te sens bien maintenant. Donc et même mieux qu'avant l'opération, évidemment. Oui. J'étais je boitais, quoi. Je pouvais même plus poser mon pied à terre. Donc ça, forcément, tu évites du mouvement, donc tu affaiblis la cuisse encore et encore et encore. Donc ça voilà, ça a été bénéfique. Merci pour cette interview, c'était passionnant. Merci à toi. Franchement, si tu as quelqu'un à recommander, aurais-tu quelqu'un à recommander pour un futur épisode? Tu veux dire pour interviewer toi dans le cadre sportif ou quoi Ouais, c'est ça, quelqu'un de passionnant. Moi, je sais que pour toi, Mathieu, un bon vétérinaire comme ça pourrait être très sympa. Ouais, carrément. Ouais. Ou alors ostéopathe pour les animaux. Ouais, voilà. J'ai déjà entendu parler de la discipline. On a travaillé avec Vanessa Sayer, par exemple, qui est topissime. Elle était ostéo pour équins pendant très longtemps. Et maintenant, elle s'est orientée plutôt vers les petits animaux.
Et c'est une femme passionnante à mon avis, tu aurais beaucoup de choses à échanger avec elle. Allez, top, merci beaucoup. Je vais les contacter ce soir et j'espère qu'ils répondront oui à l'invitation. Merci. Merci d'avoir regardé cet épisode. Vous pouvez remercier également Laurent dans les commentaires et manifester ce avec quoi vous êtes en accord ou en désaccord, toujours dans le respect bien sûr. Dans les commentaires, dites un petit peu ce que vous avez pensé, si vous avez aussi d'autres idées d'invités que vous aimeriez voir sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre nos réseaux sociaux. Tu as un Instagram ou quoi? Moi, c'est Facebook, mon nom, Paco Laurent. Vous Voilà. pouvez me suivre sur Facebook ou Instagram. Et voilà, pareil, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup, au revoir.